Bonjour à tous et toutes. Je vous remercie donc, enfin l'ensemble des organisateurs pour m'avoir invité à vous parler de la neuropsychologie de la sclérose en plaques. Donc par neuropsychologie, au sens plus large du terme, j'entends aussi parler de psychopathologie et évidemment de troubles cognitifs. Donc en ce qui concerne la psychopathologie, j'aimerais aborder l'ensemble des troubles de l'humeur qui sont concernés dans cette pathologie, les troubles émotionnels, les relations qui existent entre la cognition et les émotions. Et enfin, je vous dirai un mot très rapide sur la sclérose en plaques de l'enfant, car comme vous le savez, cette maladie touche l'adulte et l'adulte jeune, mais également quelques cas chez l'enfant. Dans les troubles de l'humeur, on retrouve la dépression, qui est un des symptômes les plus courants, les plus précoces de cette maladie, dans une revue plus large de la littérature. Donc certains auteurs en parlent de manière assez importante auprès de ces patients. Son intensité est généralement évaluée par des outils spécialisés et elle est corrélée à l'atteinte cognitive. Le passage à l'acte est assez fréquent en ce qui concerne le suicide, en tout cas il n'est pas rare dans cette maladie. Le chagrin chronique, lui, demeure peu étudié. Il est caractérisé par une tristesse envahissante, permanente, périodique et progressive. Les troubles bipolaires se retrouvent à une fréquence de 10% des cas dans cette pathologie. Ils sont favorisés par les corticothérapies et majorés par des changements organiques liés à l'évolution de la maladie. Il existe également une vulnérabilité génétique en ce qui les concerne. L'euphorie, quant à elle, est caractérisée par un état de bien-être, de gaieté constant, contrastant avec l'état physique. Il est à mettre en rapport avec un élargissement des ventricules cérébraux, des lésions de démyélinisation des lobes frontaux, des noyaux de la base ou du système limbique. Il n'est pas à confondre avec le trouble maniaque, qui est un trouble, lui, plutôt bipolaire. L'anxiété à part entière est une entité psychopathologique indépendante, mais corrélée à la dépression, elle va devenir rapidement un facteur aggravant le risque suicidaire. Les troubles émotionnels, on retrouve le rire et pleurer spasmodique, qui lui a une origine neurologique. Il est fréquent dans 10% des cas. Il s'agit d'une moindre stimulation affective et est à mettre en rapport avec des lésions bilatérales, en particulier pontines. La labilité émotionnelle dont vous avez peut-être entendu parler et l'incontinence affective et correspond, elle, à des changements rapides et spontanés de l'état affectif. Il s'agit d'une tristesse, une sorte d'irritabilité, une émergence soudaine et non maîtrisée d'un affect. On les retrouve plutôt dans 30% des cas de la maladie. Elle est généralement corrélée au déficit intellectuel et à l'atteinte mnésique. Toujours en ce qui concerne les troubles émotionnels, on retrouve l'état dysphorique, qui est présent dans 37% des cas. Il s'agit ici d'une irritabilité, d'une tension et d'une incapacité à contrôler l'humeur. L'alexithymie qui demeure encore un concept assez flou. Il s'agit plus précisément d'une incapacité à mettre des mots pour verbaliser ses émotions. Elle est généralement corrélée, cette alexithymie, à l'atrophie de la partie postérieure du corps calleux. Si on s'intéresse de plus près aux différentes interactions qui existent entre ces deux variables, à savoir la variable psychologique et neuropsychologique, donc les troubles cognitifs qu'on peut retrouver dans cette maladie, certains auteurs ont repéré des corrélations entre le déficit cognitif, la dépression et l'anxiété. La plainte mnésique subjective est également corrélée à la dépression. Et enfin, dès lors que la prise de décision se trouve altérée, on la retrouve corrélée au déficit de la réactivité émotionnelle. Alors, les premiers auteurs à s'être intéressés aux troubles cognitifs dans cette pathologie sont Charcot et Gowers. Donc vous voyez, ça date quand même d'assez lointain. Enfin, c'est assez lointain puisque cela remonte au XIXe siècle. Et puis plus largement, par la suite, ces troubles ont été désintéressés par la plupart des chercheurs et plus largement sous-estimés. Aujourd'hui, donc plus récemment, on s'intéresse de manière plus fréquente à cette dimension et on les retrouve de 40 à 65% des cas présents dans tous les stades de la maladie et toutes les formes confondues. Donc si on regarde cela de manière plus précise, on s'aperçoit que les formes rémitantes récurrentes présentent des performances malgré tout meilleures aux CEP progressives. Et au sein des CEP progressives, donc secondairement progressives, ces patients seraient plus touchés que les primaires progressives. Cela dit, ces résultats demeurent malgré tout contrastés. Suivant certaines études, ils peuvent être contradictoires. Ils sont généralement liés à l'atteinte cérébrale diffuse et à la démyélinisation corticale. Ils peuvent donc être observés au stade initial, comme je vous l'ai dit précédemment. Il n'y a pas de corrélation significative avec le degré de handicap moteur.
Cela dit, il y a des données plus récentes qui ont démontré plutôt l'inverse et qui ont révélé une association entre la sévérité du handicap cognitif et physique. Ce degré de handicap cognitif pourrait être une prédiction à venir de l'évolution du handicap. Globalement, l'efficience intellectuelle demeure préservée dans cette pathologie et généralement les troubles cognitifs sont plutôt concernés par un ralentissement de la vitesse de traitement de l'information, des troubles attentionnels et de la mémoire. Plus spécifiquement au niveau cognitif purement parlant, on retrouve donc des altérations des fonctions exécutives qui sont ces fonctions qui nous permettent d'avoir un comportement adapté dans la vie de tous les jours, des troubles attentionnels dont je vous ai parlé plus tôt, excusez-moi, des troubles de mémoire de travail, ainsi que des troubles de la mémoire épisodique. Les marqueurs lésionnels sont généralement donc, expliquant les déficits cognitifs présents, sont concernés par l'atrophie corticale, centrale et thalamique. Elle est prédictive de cette atteinte. L'atrophie corticale serait le marqueur prédictif du déclin cognitif sur 3 ans selon certains auteurs. L'atteinte tissulaire, quant à elle, serait le meilleur marqueur prédictif du déclin de la vitesse de traitement de l'information et de l'attention sur 5 ans, puis de la progression de l'atrophie centrale sur 2 ans. Les formes démentielles sont beaucoup plus rares dans cette maladie. Elles sont généralement de type cortical avec amnésie, troubles phasiques, graphiques et gnosiques, associés à des troubles neuropsychiatriques. Leur évolution est précoce et va rapidement évoluer vers le syndrome démentiel avéré. Je vous ai listé ici quelques épreuves qui sont utilisées dans le cadre d'un bilan neuropsychologique complet et assez exhaustif. Bon, ça ne va pas énormément vous parler en tant que patient, mais cela dit, c'est bien d'en avoir entendu parler. Donc évidemment, toutes ces épreuves sont standardisées. On se réfère aux différents scores que le patient obtient en fonction de son groupe de référence et on peut ainsi objectiver en fonction de sa plainte la réalité des troubles qui sont présents et faire des corrélations entre les différents examens, l'imagerie par exemple, et tirer des conclusions. Il existe plein d'épreuves en dehors de celles que je vous ai présentées sur la diapositive précédente. L'essentiel est d'arriver à objectiver de manière concrète la vitesse de traitement de l'information, l'attention, la mémoire de travail, les capacités d'abstraction, l'affluence verbale et non verbale, la dénomination, et bien évidemment s'intéresser aux difficultés de fatigabilité, à la qualité de vie au sens général du terme, ainsi qu'à la sphère anxio-dépressive, et si possible d'avoir le témoignage des proches. Il est donc très important de rester attentif à ce dépistage. Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit précoce afin qu'on puisse mettre en place le plus rapidement possible un suivi, une prise en charge adaptée pour répondre aux besoins du patient et aux différentes difficultés qui vont être liées à l'impact de ces troubles sur la vie de tous les jours. Donc en résumé, les troubles cognitifs dans la sclérose en plaques concernent préférentiellement la vitesse de traitement de l'information, qui elle-même va influencer les autres fonctions cognitives altérées, l'attention, la mémoire de travail, les fonctions exécutives et la mémoire à long terme. L'atteinte lésionnelle diffuse contribuerait à ces troubles. Il s'agit donc de l'interruption de la communication entre les réseaux neuronaux impliqués dans ces fonctions. Leur dépistage précoce permet une prise en charge adéquate, voire dans certains cas va nous permettre aussi de réorienter le patient, notamment dans les cas des difficultés professionnelles qu'ils peuvent rencontrer. Une meilleure prise en compte de l'atteinte cognitive et de sa nature va favoriser l'adaptation thérapeutique, à la fois l'observation du traitement ainsi que le projet de soins qu'on établira entre lui et nous. Donc rapidement, je vais vous parler, vous donner quelques informations au sujet de la sclérose en plaques chez l'enfant. Elle est bien sûr plus rare. Elle débute généralement avant 16 ans. Sa prévalence va jusqu'à 5% de l'ensemble des cas. Le sexe ratio est de 3 filles pour un garçon quand ils sont supérieurs à 12 ans d'âge. Et il est assez équivalent en dessous de l'âge de 10 ans. L'âge moyen de début se situe aux alentours de 13 ans. Elle est aussi multifactorielle comme chez l'adulte. Elle est plus rare avant 10 ans. Les troubles moteurs, on retrouve également là des troubles moteurs, des troubles visuels, cérébelleux, du tronc cérébral. Des troubles de la conscience qui sont ici plus fréquents que chez l'adulte. En général, une encéphalomyélite aiguë disséminée doit faire penser assez rapidement à ce type de diagnostic. Et les traitements sont concernés par des corticoïdes intraveineux à forte dose. Donc il y a très peu d'études aujourd'hui concernant cette population, mais selon certains auteurs, quand il s'agit de s'intéresser là aussi aux troubles cognitifs,
l'impact est plus sévère que chez l'adulte. Le processus inflammatoire démyélinisant étant dans sa phase primaire de la myélinogénèse du système nerveux central, il affecte la substance blanche et le développement des réseaux neuronaux de manière assez conséquente. C'est pourquoi il est important ici, dans ces cas-là, d'être encore plus précoce dans leur dépistage. En raison de la plasticité cérébrale, on pourra de cette manière-là prendre en charge les patients de manière beaucoup plus efficace sur la rééducation. Malgré tout, il demeure des difficultés, puisque comme je vous l'ai dit, les balbutiements de ce type de recherche sont en cours. Il y a donc peu d'études et beaucoup de biais méthodologiques, notamment du fait que les épreuves ne sont pas étalonnées dans ce groupe d'âge. Seulement des études que je vous présente juste pour vous dire un peu plus en détail quel type de difficultés on peut retrouver. Donc chez cette population d'enfants âgés de 6 à 16 ans, on avait retrouvé, selon ces auteurs, au moins un test parmi l'ensemble qui était perturbé et quelques-uns d'entre eux présentaient des déficits dans la plupart des épreuves. Donc pour vous dire à quel point ils sont évidemment très gênés au niveau cognitif. Dans une autre étude qui concernait des enfants et des adolescents de 8 à 17 ans, 35% d'entre eux présentaient une atteinte cognitive. Comme chez l'adulte, les déficits les plus sévères touchaient l'attention et la mémoire, et contrairement à l'affluence verbale et aux capacités visuospatiales. La dénomination, quant à elle, souvent préservée chez l'adulte, était ici déficitaire. Il est important aussi de s'intéresser à la fatigue, qui est présente dans 73% des cas selon ces études, mais là aussi les outils ne sont pas forcément des plus adaptés. La dépression est présente dans 50% des cas et pose à ce moment-là la question d'une évaluation psychiatrique systématique dans cette population. L'interrogatoire des proches est ici, là aussi, indispensable, bien évidemment. Donc pour conclure, je vous dirais que les perturbations cognitives sont sensiblement équivalentes à celles de l'adulte dans cette population, avec seulement certaines particularités, mais encore une fois, il demeure peu d'études ont étudié ces troubles cognitifs chez l'enfant et l'adolescent, et il existe et demeure de nombreux biais méthodologiques. Les manifestations psychosociales et leurs répercussions sont évidemment multiples, à la fois sur la scolarité, les relations avec les autres et la famille. Il est donc indispensable et nécessaire d'évaluer systématiquement à la fois la cognition, la fatigue, les troubles psychopathologiques voire psychiatriques, et d'interroger la famille pour récolter un maximum de données. La prise en charge se doit d'être multidisciplinaire, elle permettra une meilleure orientation, une meilleure adaptation et là aussi une meilleure compliance et observance des propositions thérapeutiques à venir. Je vous remercie pour votre attention.